Bonjour à toutes et à tous. Il est 11h01. On va donc démarrer ce webinaire tout d'abord en nous présentant. Bonjour à tous, donc je suis Ambre Laplot, je suis docteur en droit de la santé, je suis chef de projet innovation recherche au Gérontopole Nouvelle-Aquitaine et sur la saison précédente, j'ai assuré l'accompagnement réglementaire et donc je serai votre interlocutrice sur cette saison 2 et également pour les accompagnements réglementaires. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, Pierre Mérigot, donc moi j'ai la direction de l'innovation au Gérontopole Nouvelle-Aquitaine et je vous propose effectivement de démarrer ce petit webinaire comme il était présenté en fait dans le petit préambule à ce webinaire. On va essayer de vous donner les grandes lignes finalement de ce que sont nos attendus autour de cet appel à solutions e-santé et bien vieillir. Donc ce qu'on a aujourd'hui qu'on appelle saison 2. Donc vous découvrez un petit peu le programme en fait de ce webinaire. Avec tout d'abord, je vais faire un petit mot d'ouverture très très simple, vous présenter effectivement l'action régionale e-santé et bien vieillir dans ses grandes lignes, sachant que l'appel à solutions qui vous est présenté aujourd'hui n'est qu'une partie de cette action régionale. On vous présentera après les objectifs de cet appel à solutions, les thématiques de l'appel à solutions, les prérequis bien sûr pour candidater à l'appel à solutions. On s'interrogera aussi sur pourquoi candidater, sur l'accompagnement du Gérontopole et aussi sur les modalités de candidature à cet appel à solutions. Avec une petite surprise, on aura également le témoignage de Anna-Maïka Comblas, qui est la CEO d'une jeune start-up qui s'appelle Emopsy, et qui est Anna-Maïka, qui était avec son projet Emopsy, qui était lauréate de la saison 1, et qui viendra nous apporter un petit peu son témoignage en quelques minutes avant de vous effectivement donner la parole afin d'éclairer peut-être quelques-unes de vos interrogations par rapport à ce qui vous est présenté. En ouverture de mon propos, je voulais simplement préciser qu'en fait, cet appel à solutions, en fait, il s'inscrit donc dans une action régionale qui s'appelle e-santé et bien vieillir en Nouvelle-Aquitaine, qui fait écho à ce qu'on appelle au niveau national le grand défi du numérique et de la santé. Il y a 2 grands défis, en fait, qui sont positionnés au niveau de l'Agence numérique en santé du ministère de la Santé, à savoir donc le numérique et le bien vieillir, et le deuxième défi est santé mentale. Donc, au travers effectivement cette action régionale, on souhaite effectivement, je dirais aussi, contribuer à l'échelle de notre région à ce grand défi autour du numérique en santé et du numérique dans le bien vieillir. Présentation de cette action régionale. Donc en fait, l'action régionale, dont on parle, en fait, elle poursuit une ambition qui est la même qu'en saison 1, c'est-à-dire qui s'est déroulée en 2022-2023, qui est de faire en fait du numérique aussi, un levier d'innovation et de transformation, en particulier dans le champ du bien vieillir. Bon, bien sûr qu'effectivement, dans cette ambition, au-delà au-delà de cette ambition, en fait, on a on se projette aussi dans l'idée, effectivement, au travers cette action, fédérer des acteurs autour de collaboration de projets. Bien sûr, pour répondre aux attentes et aux besoins de populations âgées ou en situation de handicap, mais également aussi de promouvoir le développement économique régional au travers l'innovation et de permettre aussi le déploiement du numérique en santé en partageant les connaissances et en s'appuyant sur les expériences, principalement les vôtres. On y reviendra. On a quand même une vigilance quand on parle de numérique. Il est bien question ici d'intégrer le numérique de façon raisonnée
appropriée, éthique et responsable. Et on s'est attaché les services en fait de deux structures que vous connaissez certainement, le GRAD ESEA pour ses compétences numériques en santé et Ubicop en fait qui est une structure en fait qui traite plus particulièrement en fait de la question du numérique inclusif en Nouvelle-Aquitaine. Quels sont les objectifs de cette action, quels sont les objectifs de cette action régionale? Ils sont deux. Le premier objectif, c'est bien évidemment de répondre aux grands défis du numérique et du bien vieillir en encourageant le développement d'idées ou de solutions, qu'elles soient de start-up, d'entreprises, de collectivités ou d'associations, d'établissements ou services hospitaliers, sociaux et médico-sociaux, d'organisations territoriales et de professionnels de santé, d'associations d'usagers, de collectivités qui s'appuient sur donc des idées ou des solutions qui s'appuient sur un usage du numérique dans le but de favoriser le maintien en bonne santé et d'améliorer aussi la prise en soin des personnes âgées de plus de 55 ans en perte d'autonomie. Et également aussi, bien évidemment, on s'intéresse aussi à la question des professionnels qui peuvent entourer ces personnes-là et qui sont aussi une cible dans cet objectif. Le deuxième objectif donc excusez-moi, la traduction effectivement de cet objectif, c'est l'appel à projet dont on va vous parler juste après. Le deuxième objectif, il est de favoriser l'inclusion numérique en santé. Et pour ce faire, en fait, on a mis en place en fait, un groupe de travail qui réunit aussi des associations, des départements, des collectivités, l'assurance maladie, la Poste, des tiers-lieux, des maisons France Service, ESEA, Ubicop, en fait, plein d'acteurs avec le but effectivement déjà de repérer les actions qui sont déployées déjà en faveur de l'inclusion numérique en santé et puis après d'engager une réflexion sur la construction ou le déploiement d'une action emblématique à l'échelle de plusieurs territoires en Nouvelle-Aquitaine. Les objectifs de l'appel à solutions, c'est bien ce qui nous mobilise aujourd'hui. L'objectif de cet appel à solutions est de sélectionner les idées et les solutions s'appuyant sur l'usage numérique, présentant un caractère innovant et apportant des réponses concrètes en matière de santé, de prévention et d'autonomie. Derrière cet objectif, il y en a un deuxième qui est aussi de faire collaborer les acteurs économiques, les acteurs technologiques, du digital, les représentants associatifs et politiques, les services et les organisations de santé, les faire collaborer dans une, effectivement, dynamique de projet. À qui s'adresse cet appel à solutions? Il s'adresse donc aux startups, je me répète, mais aux entreprises, aux collectivités, associations, établissements ou services hospitaliers, sociaux, médico-sociaux, aux organisations territoriales professionnelles de santé, aux associations d'usagers, même aux collectivités. Bien sûr, les candidatures qui associeront effectivement des usagers ou associations des usagers, ou effectivement des établissements ou des services hospitaliers ou médico-sociaux sont vivement encouragées. Les candidatures de consortia, pour résumer, sont vraiment vivement encouragées. Les thématiques de l'appel à solutions. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Parce qu'on regarde le chat en même temps, mais n'hésitez pas à nous en poser au fil de l'eau et on pourra faire des pauses justement pour venir éclairer peut-être des points qui jusqu'à présent ne l'étaient pas. Donc. On continue. Alors sur les thématiques de l'appel à solutions, l'année passée, pour la saison précédente, nous avions lancé un petit sondage qui avait pour but d'être plutôt informatif, duquel on a retiré des orientations. Alors on parlait plutôt du lien social, de l'accès aux soins. Cette année, on a voulu faire un peu différemment. On a souhaité orienter finalement les porteurs de projets vers des thématiques phares. Donc elles sont au nombre de 3 afin de répondre aussi aux enjeux qui soient régionaux comme nationaux du numérique en santé.
Donc, ces thématiques sont informatives. Bien sûr, on accepterait aussi des solutions qui n'y répondraient peut-être pas directement. C'est bien pour ça qu'à chaque fois, on a mis autre. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de rentrer chaque solution vers un enjeu, en tout cas régional, porté par l'ARS ou national porté par l'ANS. Donc, le premier enjeu, c'est celui de la prévention. L'objectif, ce serait via la prévention, donc d'améliorer le repérage des fragilités ou des situations pathologiques chez la personne âgée de plus de 55 ans, en s'appuyant sur la structuration et le partage de la donnée des parcours. Le deuxième objectif pourrait être d'anticiper le risque de chute chez la personne âgée en s'appuyant sur le suivi de variables ou l'exploitation de signaux faibles. Donc, je vous rappelle qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a un plan régional anti-chute, donc ça pourrait peut-être venir là aussi compléter quelques actions de ce plan régional. Le troisième, ce serait d'améliorer le repérage et la prise en charge personnalisée des troubles de l'alimentation chez les personnes fragiles. Voilà, il y a plusieurs actions là aussi en Nouvelle-Aquitaine sur la question de la qualité de l'alimentation chez les personnes âgées, parce qu'on sait très bien que l'alimentation et la nutrition sont des éléments qui vont permettre de mieux vieillir. Le quatrième, ce serait d'encourager la pratique du sport et de l'activité physique chez les personnes âgées de plus de 50 ans, autonomes ou fragiles. Alors, on a bien noté la question du sport et pas que de l'activité physique, sachant que cette année, c'est l'année des Jeux Olympiques et qu'on voulait aussi peut-être mettre en lumière l'impact et l'intérêt du sport, même en termes de prévention, cette fois-ci, mais prévention suffisamment tôt pour maintenir ses capacités physiques et cognitives. Voilà, et bien sûr, autres, pour que ce soit ouvert à d'autres sujets que nous aurions peut-être omis dans cet appel. La thématique suivante, c'est le suivi à domicile, pour faire le lien avec le virage domiciliaire, la question de l'ambulatoire aussi. Donc, ce serait faciliter l'accès aux soins, développer le suivi à domicile des personnes âgées affectées par des pathologies. Alors, on les a citées, mais bien sûr, là encore, ça peut être bien au-delà. Donc, des maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, le diabète, l'arthrite, les maux de dos, l'asthme, la dépression chronique. Le tout, ce serait en s'appuyant sur le suivi et l'analyse des données de santé. Alors, ça peut se faire via des dispositifs médicaux numériques, thérapeutiques ou des activités de télésurveillance médicale, télésuivi, bref, ce que l'on appelle, nous, la télésanté. Le deuxième, ce serait faciliter et sécuriser le maintien au domicile et les sorties d'hospitalisation des personnes âgées, sachant que l'on sait bien qu'il y a cette problématique au niveau des urgences, le désengorgement, la libération des lits aussi, et l'enjeu d'un meilleur retour à domicile pour les patients, mais également pour les proches. La dernière thématique, c'est l'organisation des parcours de soins. L'organisation des parcours, ça permettrait d'améliorer ces parcours-là pour les personnes âgées, peut-être parfois en modélisant les parcours, ce qui permettrait donc de repérer des points de tension, de rupture, mais aussi d'anticiper des hospitalisations, d'accompagner justement ces hospitalisations temporaires, anticiper les sorties, préparer le retour à domicile. Agir sur l'organisation des soins et de la prise en charge de patients âgés à domicile dans le cadre de déserts médicaux en s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour limiter donc ces admissions aux urgences potentiellement évitables. Améliorer l'accompagnement hors les murs en dotant les centres de ressources territoriaux, les équipes mobiles gériatriques d'outils intelligents. Alors, je me permets juste de faire un petit point sur ce qu'on appelle les centres de ressources territoriaux, pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient quand même essayer de répondre à ces enjeux-là. Donc, les centres de ressources territoriaux, c'est un appel à candidature qui est lancé par l'Agence régionale de santé et qui vise en deux volets. Pour faire simple, le premier volet, ce serait davantage pour les professionnels et le grand public, donc permettre une mutualisation des moyens et des ressources. Et sur un deuxième volet, d'être sur un renforcement, renforcer le maintien au domicile lorsque ce maintien devient difficile. Donc justement, dans ces questions de maintien au domicile, il y a un besoin d'équipement pour avoir des levées de doute, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, on a besoin d'outils intelligents aussi pour pouvoir justement fluidifier et organiser on va dire, ce mode d'organisation-là. Et donc, notre objectif, ce serait de permettre justement de proposer, d'accompagner des solutions qui pourraient permettre justement d'apporter un autre point de vue sur d'autres outils, sur ces nouveaux modes d'organisation de professionnels. Donc toujours n'hésitez pas à mettre des questions ou des commentaires si vous voulez qu'on s'arrête
sur les thématiques de l'appel à solutions. Alors, donc sur les prérequis. Donc, on a bien sûr certaines exigences quant à, on va dire, le dossier qui nous sera déposé. Donc, on souhaite que la solution ou l'idée retenue apporte des réponses qui doivent être concrètes en matière de santé, de prévention, d'autonomie, donc en s'appuyant bien sûr sur cet usage du numérique ou pouvant s'y adapter. Alors, ce que l'on veut, c'est vraiment qu'il y ait un argumentaire qui soit robuste, qui soit issu d'une démarche basée sur la valeur de la preuve. Voilà, tout simplement dire que l'on a une idée et que l'on souhaite nous la soumettre, bien évidemment, c'est pas suffisant. Nous aimerions vraiment, même s'il y a parfois des difficultés dans la rédaction des idées, des argumentaires, des objectifs, qu'il y ait quand même cet effort qui soit fait, même si nous, on pourra être en soutien pour vérifier justement ou apporter des éclairages sur ces idées ou ces solutions qui pourraient nous être proposées. L'appel à solutions, donc il est national, ça veut dire qu'il est ouvert vraiment à la France métropolitaine et outre-mer, que les startups, les entreprises, les porteurs de projets, quels qu'ils soient, institutions ou collectivités, ne soient pas nécessairement installés, donc n'ont pas forcément leur siège en région Nouvelle-Aquitaine. Par contre, la limitation qui se fera, c'est que l'accompagnement dont bénéficieront ces porteurs de projets ne pourra se dérouler qu'en territoire néo-aquitain. Sur les personnes qui pourront, les porteurs de projets. Alors, pareil, nous sommes assez souples là-dessus. Il est possible de répondre seul ou à plusieurs, donc en consortium. Les candidatures associant des usagers ou des associations d'usagers sont les bienvenues, bien évidemment. Les établissements ou services hospitaliers ou médico-sociaux, ça peut être des professionnels du secteur, des collectivités aussi qui sont encouragés. Alors pour faire un bilan également de l'action précédente, voilà, les professionnels de santé nous ont déposé des dossiers de vraiment grande qualité parce que justement, il y a cette connaissance préalable du terrain qui était aussi très intéressante. Donc nous encourageons là aussi vivement les professionnels, même s'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps pour remplir un dossier, mais au moins à nous solliciter et à faire part de leurs idées et leurs solutions. Nous serons là aussi pour vous accompagner. Pour vous accompagner et pour Et vous orienter aussi vers, par exemple, des acteurs économiques, des centres de transfert, des pôles de compétitivité, des French Tech, etc. Alors l'accompagnement proposé aux lauréats de l'appel à solutions sera effectué sur mesure, en cohérence avec les besoins de la solution ou de l'idée, et va s'étaler sur la période d'octobre à mai 2025. Et puis on pourra mettre en relation aussi les porteurs de projets avec d'autres acteurs du territoire néo-aquitain. L'objectif là aussi, c'est que on soit respectueux d'une certaine forme de subsidiarité. Nous ne sommes pas là pour faire à la place des autres. Nous sommes là juste pour faire augmenter, on va dire, peut-être d'une étape, un projet ou une solution qui aurait un intérêt national ou régional. Aussi, l'intérêt, c'est que finalement, nous n'avons pas non plus d'exigence sur le degré de maturité prérequis pour candidater. On n'attend pas que vous ayez peut-être juste ce besoin d'accéder au marché. L'idée même est intéressante et peut être travaillée. Ce sera tout l'enjeu aussi des accompagnements que nous pourrons vous apporter. Alors en termes d'accompagnement, sur le fait que ce soit sur mesure, nous avions fait pour la saison précédente à chaque fois un entretien avec chaque porteur de projet pour vérifier finalement leurs besoins en termes d'accompagnement et les réalités du terrain. Donc les accompagnements seront forcément variables d'un porteur de projet à un autre. Donc pour certains, ça pourrait être, mettons, assez léger, mais pour d'autres, beaucoup plus poussé. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans vos besoins et dans ce qui pourrait permettre de développer la solution la meilleure qui soit. Pourquoi candidater? On a essayé de résumer entre guillemets ce qui pourrait vous convaincre que de candidater. L'idée en candidatant, c'est effectivement de faire déjà progresser son idée, sa solution. Ce peut être aussi d'en améliorer l'appropriation de cette solution par les utilisateurs et les futurs utilisateurs. Ce peut être aussi l'idée d'expérimenter en situation réelle, en usage réel, l'idée ou la solution. Ça peut être aussi de chercher effectivement ou d'aller rechercher aussi une limitation, enfin de s'interroger sur les limites des risques liés à la mise sur le marché.
C'est peut-être aussi s'assurer de la faisabilité, de la solution d'un point de vue technique, d'un point de vue, acceptabilité, d'un point de vue éthique, d'un point de vue réglementaire et cetera. Mais c'est peut-être aussi tout simplement aussi valider finalement la question du positionnement stratégique aussi de l'idée ou de la solution. Mais aussi, quand même, c'est pouvoir bénéficier d'un accompagnement basé sur une approche Living Lab, avec l'idée effectivement d'associer les professionnels, les usagers aussi, des fois dans une co-construction en fait de la solution. C'est acquérir aussi une meilleure connaissance de l'écosystème santé et aussi peut-être mieux repérer ou mieux identifier ce que sont les grands enjeux en matière d'autonomie et de bien vieillir. Enfin, c'est pouvoir acquérir une meilleure compréhension des sujets du numérique en santé au sens large. On a fait, l'année dernière, on s'était déplacé dans 12 villes de la Nouvelle-Aquitaine où on avait une démarche très pédagogique, hein, qui avait accompagné la présentation de l'appel à solutions. C'était en 2022. Là, on va plutôt, mais vous le verrez dans le détail tout à l'heure, en fait, on a prévu un certain nombre on a programmé un certain nombre de webinaires sur la question justement du numérique en santé, en particulier en collaboration avec ESEA, qui sera l'occasion aussi de mieux comprendre aujourd'hui ce que sont les grands enjeux en matière de numérique en santé. Et vous avez déjà un outil, je le dis ici, qui vous permet peut-être, enfin que je vous invite à aller découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait, qui peut vous aider dans la constitution de votre dossier. C'est la plateforme qui s'appelle Genius. En fait, la plateforme qui est pilotée par l'Agence numérique en santé et dans laquelle vous trouvez aussi une base de ressources vraiment tout à fait intéressante pour effectivement consolider votre candidature. L'accompagnement du gérontopôle, donc, pour bien résumer, les projets sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement adapté en fonction du degré de maturité de l'idée à la solution. Et l'idée de notre accompagnement, c'est vous permettre de franchir une marche dans le développement de votre idée, votre solution. Ce n'est pas un accompagnement tout le long du processus de développement. Et on est là juste pour vous permettre, en gros, d'accélérer en fait l'idée, la solution dans son développement. Pour ce faire, heu, l'idée les objectifs un petit peu de notre accompagnement, c'est pouvoir renforcer la proposition de valeur de la solution, c'est vous permettre, par exemple, d'améliorer l'appropriation de la solution par les utilisateurs, d'expérimenter en usage réel, de s'assurer de la question de la faisabilité aussi de la solution, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète un peu. C'est valider le positionnement stratégique et le cas échéant aussi, avec un dossier solide, argumenté, de convaincre quand même de futurs investisseurs, même si cette dernière partie nous échappe. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous donne quelques exemples peut-être, d'accompagnement, de problématiques rencontrées les années passées? Alors, je vois une question: «Des financements sont-ils prévus dans le cadre de cet appel à solutions?» Non, en fait, l'appel à solutions n'est là que pour permettre un accompagnement personnalisé. Il n'y a pas de financement à la clé. Mmh. Par contre, effectivement, quand on va vous réorienter, vers les acteurs, du territoire justement, mais il peut être, question là, de vous réorienter vers les bons acteurs qui vous permettront cette fois-ci de lever des financements ou de lever de fonds. Mmh. Très clairement. Nous, le Gérontopôle n'a pas vocation à financer en fait des projets. Peut-être juste m'arrêter sur les projets quand on a beaucoup parlé de la question de degré de maturité des projets, on a pris une échelle assez, standard, hein, qui est celle de l'échelle de maturité technologique pour vous dire à peu près quels sont les projets, que l'on attend. En fait, ils seront effectivement, où je l'ai encadré, dans cette échelle de maturité, vous voyez, dans le step, on va dire de 2 à 3 et après de 5, 6, 7, hein, on va jusqu'au démonstrateur. Par contre, nous, on ne fait pas, mais le cas échéant, on pourra orienter. On n'est pas sur, par exemple, les prototypes, en labo, quoi. Échelle Après 4.
Après, si vous avez des doutes, sur, l'échelle de maturité dans laquelle vous vous situez, Oui. rien n'empêche quand même là aussi de nous solliciter pour qu'on évalue avec vous finalement votre degré de maturité et savoir, justement comment vous réorienter, si besoin de vous réorienter, plutôt que de répondre à l'appel à solutions. Voilà, donc l'accompagnement, pour être clair, l'accompagnement, c'est un accompagnement dédié, comme je disais, pour franchir une marge dans le développement de l'idée à la solution. C'est l'accompagnement qui est proposé par le Gérontopole, c'est pas un accompagnement financier, donc ça, c'est clair. C'est un accompagnement, qu'on a appelé atelier design, qui permet d'adapter la solution aux besoins des utilisateurs, d'évaluer sa capacité à se déployer à plus grande échelle, et cetera. On a un atelier réglementation, je vais, vous montrer un petit peu dans le détail de quoi il s'agit. Donc qui est d'étudier les aspects réglementaires, en particulier juridiques et réglementaires autour de la solution. Bien sûr, effectivement, on a un accompagnement autour de l'expérimentation en situation réelle, afin d'assurer la validation de l'usage par les utilisateurs, en fait, de la solution. Pour ce faire, en fait, on va mobiliser notre nouveau dispositif qu'on a mis en place, qu'on est en train de mettre en place, cette année, qui s'appelle, Communauté d'innovation. En fait, je reviendrai si vous le souhaitez. Et bien évidemment, on a aussi un accompagnement, qu'on a appelé intermédiation, qui vise à orienter les porteurs de projets vers des partenaires, vers nos partenaires, que ce soit ESEA, des technopodes, des incubateurs, des centres de transfert technologique, des pôles de compétitivité, des clusters, des living labs, des French Tech, des tiers-lieux d'expérimentation, voire des financeurs, si effectivement la solution, en l'occurrence là, le nécessite. Alors, je vois une autre question. Un projet ayant été soutenu la première année peut-il être retenu pour un soutien pour les étapes suivantes? Bien évidemment, on est toujours preneur de bonnes idées et il n'y a aucun souci, vous pouvez recandidater et ce sera avec grand plaisir, qu'on vous accompagnera si l'idée, est sélectionnée, voilà. L'atelier design, je vous partagerai en fait ce document-là, mais c'est un accompagnement qui a vraiment bien marché, avec l'atelier réglementaire, sur la saison 1. En fait, il se découpe en, finalement 2 interventions. L'atelier design, en fait, c'est 2 choses, c'est explorer les usages, donc là, on est vraiment, à l'état d'idée. L'idée, vous voyez effectivement, vous avez sur les yeux, en fait, ce que ça veut dire effectivement exploser les usages, en fait, le processus, en fait, les grandes étapes, pardon, de cet accompagnement, qui soit à la fois bien identifier, les besoins, poser les problématiques, proposer des pistes de solutions, évaluer une solution. C'est très précieux en fait aussi, et c'est ce qu'on essaye aussi de diffuser au travers de cette action-là. C'est qu'on essaye de diffuser aussi un peu une culture de l'innovation et en particulier, cette approche design en fait qui permet au travers un certain nombre d'exercices, d'outils et cetera, déjà de valider, quasiment presque l'intégralité finalement, de la future solution avant même de passer à une étape, de prototype. Je le dirais un peu librement, mais souvent on voit des projets qui vont trop rapidement à l'étape de prototype, alors qu'effectivement, il y a des étapes, enfin on peut grâce, justement à ces approches design, valider, évaluer un certain nombre de choses, même en s'appuyant sur ce que nous on appelle entre guillemets «des prototypes de forme». Voilà. À chaque étape, en tout cas, quel que soit, l'atelier qui soit l'accompagnement proposé, pardon, vous comprenez, à la fin, il y a un livrable qui est proposé, justement aux porteurs avec un S, de projet. L'atelier design aussi, c'est concevoir les solutions. Donc là, on est un peu dans une autre étape en fait, dans l'échelle de maturité des projets, où là, effectivement, où on va accompagner, le porteur de projet ou le consortium dans, la cartographie, effectivement des acteurs, de l'écosystème. Une petite faute. C'est peut-être aussi tester la solution, avec, ce prototype un peu de forme. Enfin, voire même commencer à, avoir une approche autour, de la question souvent qu'on appelle, business model et cetera, nous qu'on appelle là business case. Voire
aussi, pour les projets, l'accompagnement plus abouti, être dans des tests de prototypes in situ. On est aussi dans cette phase, effectivement de test ici, Alors, mais avec, effectivement, un prototype qui est peut-être un prototype de papier, mais des fois ça suffit pour révéler bien des choses. c'est ce que je voulais dire justement par rapport à la question d'échelle de maturité. Là, on n'est pas du tout sur des prototypes, en labo, hein. Là, on est vraiment sur des prototypes d'idées, tout simplement. L'atelier réglementaire? Bon, pour le coup, je te laisse le Oui, commenter. bon, bah, l'atelier réglementaire, c'est vrai qu'en matière de numérique, il va souvent tourner un petit peu autour des mêmes enjeux, même si parfois d'autres questions peuvent survenir. Donc la première, bien sûr, en matière de données et données de santé, bah, c'est la question du RGPD. Est-ce que ça a bien été envisagé? Est-ce qu'il y aura ou pas, des fois, collecte de données de santé? Et si oui, bah, quels vont être, on va dire, les enjeux à envisager? Parce que, bon, bah, voilà, organiser justement sa base de données et faire en sorte de respecter la réglementation, ça a un coût, donc malgré tout, il faut l'envisager. Alors donc, il y a aussi ce que j'appellerais le diagnostic solution. Donc ça va être identifier les obligations réglementaires beaucoup plus largement, hein, qui pourraient s'appliquer à la solution. Et puis, il va y avoir un diagnostic plus données et traitement en lien avec d'autres réglementations. Alors, j'ai mis l'exemple du Code de la santé publique, mais ça peut être aussi le Code de l'action sociale. Parce que si je prends un exemple de dispositif médical qui rentre dans le cadre de la téléconsultation, par exemple, ça répond au cadre qui est spécifiquement inscrit dans le Code de la santé publique avec des questions sur le consentement, l'information, qui a accès à quoi. Donc voilà, du coup, il peut y avoir ces réglementations plus spécifiques. Et puis, il y en a d'autres qu'on va retrouver peut-être un peu plus à la marge, mais qui ont été finalement un peu soulevées aussi au fil de l'eau. C'est la question de l'achat, hein, au final, hein, de la solution, en fonction de comment et à qui le public, à qui il s'adresse. On tombera dans le cadre de l'achat public, de partenariat public-privé, et puis en fonction de l'essaimage de la solution, des questions de propriété intellectuelle. Donc, dans tous les cas et à chaque niveau de l'atelier réglementaire, il y a un rapport, un livrable qui est laissé. Donc, soit un livrable au cours de l'eau, soit un livrable final qui reprendra l'ensemble des éléments. On est sur la saison 1, pour vous donner une statistique, en fait, on avait 18 projets lauréats. On a accompagné à peu près, on a repêché d'autres projets parce qu'il y avait un intérêt à ce qu'on les accompagne. Sur ces 18 projets lauréats, Ambre a fait 18 accompagnements réglementaires. Voilà. Alors, bien sûr, c'est à géométrie variable, hein. Le temps passé sur certains dossiers était forcément moins que parfois sur d'autres. Mais dans tous les cas, il y a eu à un moment donné une question juridique qui s'est posée. Déjà parce que quand on dépose en consortium, se pose, pour les projets, je dirais à fort potentiel, très rapidement la question de la propriété intellectuelle. Alors nous, notre accompagnement, pour être bien clair, il a été de pointer effectivement, la nécessité de traiter de la question de la propriété intellectuelle avant de s'engager plus loin. C'est ce qu'on a conseillé je dirais aux membres de ce consortium, et derrière, on les a orientés vers des personnes qualifiées, que ce soit, des juristes ou des avocats, en fait, voire même l'INPI, qui est en capacité d'accompagner effectivement le consortium dans la définition aussi autour de ces questions de la propriété intellectuelle. Mais encore une fois, il y a cette idée de subsidiarité. Nous, on n'est pas là pour faire à la place, mais justement pour mettre en avant et en lumière, finalement, les différentes étapes auxquelles devront faire face les porteurs de projets en faisant pédagogie aussi, en leur informant de tous les enjeux que leur solution va rencontrer finalement au fil de l'eau. Alors, je vois les différentes questions aussi, les différents commentaires dans le chat. Je me permets de répondre maintenant. La question traditionnelle, vous partagerez votre présentation. Il va y avoir, on le dira à la fin, un site internet Oui. spécifique pour l'appel à solutions. Les éléments seront bien sûr mis sur ce site, y compris le replay de ce webinaire. Peut-être juste pour cet atelier réglementaire, il ne faut pas comprendre aujourd'hui faut ne pas, comprendre la réglementation comme une contrainte, hein, mais plutôt comme une opportunité.
Et c'est peut-être des fois l'occasion d'aborder, notamment par exemple dès qu'il s'agit par exemple de la question des données ou de leur traitement, ça va forcément orienter le projet vers un type de dispositif et ça invite bien sûr à faire des choix. Là, c'est les choix, c'est le chef d'entreprise ou c'est, les acteurs du consortium qui les font. Mais notre objet, nous, il est vraiment, d'éclairer sur effectivement là où, peut-être le projet va vous conduire et les obligations qui vous seront faites, mais obligations qui peuvent des fois aussi vous mettre dans un positionnement tout à fait, préférentiel pour, développer votre solution. L'atelier expérimentation, bah, là, on vous a illustré un peu tout le processus, en fait, qui conduit un peu à faire la preuve. Donc, avec l'accompagnement du gérontopôle qui se fait sur les étapes jaunes. Donc, qu'est-ce qu'on fait le gérontopôle? Nous, on est plutôt on va dire à la maîtrise d'ouvrage, hein, dès qu'il s'agit, d'expérimentation. Donc on aide, les acteurs, enfin le porteur de projet ou le consortium sur effectivement la question de la définition des objectifs de l'expérimentation. Les définitions des objectifs de l'expérimentation, c'est pas la même chose que parler de protocole, hein. On parle souvent très rapidement, des fois trop rapidement de la question du protocole. Nous, on s'arrête aussi sur la question des objectifs, en fait, les objectifs de l'expérimentation, qui souvent se résument à quelle question je veux une réponse. On accompagne effectivement ou on peut ouvrir effectivement sur, avoir une réflexion avec le porteur de projet sur les publics cibles et cetera. Sur bien sûr la mobilisation des terrains d'expérimentation et là on mobilisera nos communautés d'innovation. Et là où on orientera après les candidats vers effectivement, des acteurs, habilités à les accompagner dans la rédaction du protocole ou dans vraiment la mise en œuvre, cette fois-ci, de l'expérimentation. Le cas échéant, effectivement, on accompagnera aussi sur la recherche de financement et bien évidemment sur la partie contractualisation. Ça fait partie aujourd'hui, des communautés d'innovation où effectivement on accompagne à la fois les candidats à l'expérimentation et bien sûr les, candidats, enfin ceux qui se sont, positionnés pour être terrain d'expérimentation et d'une certaine manière, même si ça nous regarde moins, bien sûr, le laboratoire ou, l'acteur privé, public, qui va accompagner, l'expérimentation dans effectivement la formalisation d'une, classique, hein, d'une convention de, collaboration. C'est toujours bien de fixer ça dans un Mmh. document. Bien sûr, la mise en œuvre, c'est pas le gérontopôle. La production du rapport, bien évidemment, c'est pas le gérontopôle, mais là, il y a on ouvrira, le cas échéant, on pourra orienter vers effectivement, des pôles de recherche et cetera. Hop et ce qui, nous, après, nous préoccupe, c'est effectivement la question, de faire connaître, de partager les résultats de ces expérimentations, surtout si, ils s'avèrent, positifs. Donc pardon, voilà, donc l'atelier expérimentation, c'est bien faire la preuve. Pour ce faire, on mobilisera nos communautés d'innovation. Ça sera déjà un test, hein, parce que, effectivement, les terrains, il va falloir «convaincre» entre guillemets les acteurs, que de participer à une expérimentation. On vous propose aussi de faire la médiation avec les labs publics-privés. On sollicitera pour ce faire aussi, le cas échéant, si vous le souhaitez, les unités de recherche, les centres hospitaliers de la Nouvelle-Aquitaine, voire on orientera effectivement vers les tiers-lieux d'expérimentation de la Nouvelle-Aquitaine. On joue, on l'assume, hein, un rôle vraiment d'enrôlement, en fait, pour effectivement ces tiers-lieux d'expérimentation, station e-santé du CHU de Bordeaux, le tiers-lieu d'expérimentation du CHU de Poitiers et probablement le futur, tiers-lieu du CHU, de Limoges. Voilà, on croise les doigts. Voilà. Parce que le dépôt se fait le 14 juin avec des résultats très probablement début janvier 2025.
Voilà, ça c'est pour les projets, le tiers-lieu d'expérimentation, il cible des projets très spécifiques et c'est bien si on est confronté, entre guillemets, dans les candidatures à des projets très spécifiques qu'on orientera vers ces tiers-lieux d'expérimentation, souvent qui font appel à, notamment en particulier en fait, une évaluation clinique ou des choses comme ça, ce que nous, on ne fait pas. Alors, il se peut quand même qu'au moment de votre candidature, vous souhaitiez bénéficier d'un accompagnement expérimentation, mais que sur la durée de l'appel à solutions, Oui, finalement, votre solution n'ait pas été suffisamment mature à ce moment-là. Il n'empêche qu'à la fin de l'action de l'appel à solutions, finalement, votre solution, elle va peut-être pas en rester là. Donc, il y aura de toute façon toujours la possibilité de passer par la oui. mobilisation des communautés d'innovation dans un second temps. Mais ça, on fera le lien à la fin de l'action de l'appel à solutions pour organiser justement cette transition vers potentiellement un suivi post-action e-santé. Oui, j'en profite pour le dire ici, peut-être on se répétera, mais en fait, le choix de, l'accompagnement, il se fait en accord avec le porteur de projet ou le consortium qui porte le projet. Nous, on va faire un examen, de la candidature. On regardera effectivement, ce qui est demandé en termes d'accompagnement. On vous dira, nous, si effectivement on est en phase avec votre demande et on discutera effectivement si on n'est pas en phase, on discutera avec vous de ce qui est le plus opportun. Mais à la fin, c'est un accord. C'est un accord pour se dire, on est bien d'accord sur effectivement le choix de l'accompagnement, en fait, qu'on va privilégier et qui va mobiliser Gérontopole. Pour les candidatures non sélectionnées, dans le meilleur des cas, elles seront orientées aussi vers des dispositifs, alors peut-être des fois plus en proximité aussi, des territoires sur lesquels vous êtes, que ce soit des technopodes, des incubateurs, des centres de transfert technologique, des pôles de compétitivité, des clusters et cetera. Hem, on va quand même, s'efforcer à chaque candidature, alors à moins qu'on ait 200 candidatures, ce qui pourrait être un peu plus compliqué pour nous. L'année dernière, on avait, un peu plus d'une quarantaine enfin, il y a 2 ans, pardon, on a eu, un peu plus de quarantaine de candidatures à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et on s'est attaché à donner une réponse individuelle à chacun qui peut passer par, effectivement, cette question d'une orientation vers d'autres dispositifs. De manière très, très simple, il y a des projets que l'on ne pouvait pas accompagner, mais qui, nécessitaient on l'a interprété comme ça avec Ambre, d'être, peut-être incubés quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'avoir peut-être un renfort sur la question aussi de l'entreprise et cetera. Vous voyez, un sujet par exemple dont nous on ne parle pas. Nous, on est vraiment sur la question du produit, de la solution. Et pour les projets qui n'ont pas finalement vocation à être orientés, parce que ça peut arriver aussi que l'idée soit Mmh. pas forcément bonne ou tout simplement qu'elle ne correspond pas aux orientations stratégiques du numérique en santé. Dans ce cas-là, là aussi, on donne un argumentaire en expliquant, en essayant là aussi de faire pédagogie du pourquoi la solution, n'a pas été retenue parce que, soit elle ne correspond pas à la stratégie, nationale ou régionale du numérique en santé, soit parce que, l'idée de la solution n'est pas innovante. Ça peut arriver aussi qu'il n'y ait pas eu ce travail de benchmark au départ ou que finalement la solution est inopportune pour d'autres raisons. Mais dans tous les cas, il y aura cet effort, de réponse individuelle aux porteurs de projet. Oui, voilà, c'est dans cet examen, on est assez, vigilant et voilà, sur, aussi, vous le verrez, les arguments. Alors, on va, au travers le dossier de candidature, orienter aussi, les futurs candidats sur des sujets sur lesquels on attend aussi, des réponses, bien évidemment. Voilà. Mais, avec le recul, voilà, on même déjà, comme le disait Ambre, justifier du caractère innovant, ça demande quand même une réflexion. Voilà. On se méfie toujours aussi des arguments de «je suis seul, donc sur ce marché-là, donc j'ai une idée innovante», ça suffira pas, hein. On le dit tout de suite. Alors, comment candidater à l'appel à solutions? Alors, tout simplement comme on l'a dit, hein, on peut, candidater à plusieurs.
Donc, tout porteur d'idée doit pouvoir expliquer comment il s'appuie sur l'usage du numérique en santé, et peu importe finalement la forme juridique du porteur de projet, hein. Ça peut vraiment être une personne seule, un professionnel, un établissement de santé, médico-social, une entreprise privée, une collectivité. Voilà, on n'a vraiment aucun a priori là-dessus. Un chercheur, Un chercheur on peut aussi, un tout dire, laboratoire. voilà. Non, c'est vrai, c'est voilà, donc même un étudiant, par exemple, hein, dans un laboratoire pourrait très bien décider de déposer un projet. Il n'y a aucun critère là-dessus rédhibitoire. Donc on l'a bien dit, hein, ça peut être une personne en France métropolitaine, outre-mer. Voilà, on n'est pas non plus rattaché à ce moment-là à la question de la région Nouvelle-Aquitaine. Non. Alors, exceptionnellement, il peut y avoir des candidatures francophones qui viendraient de l'international. Bon, on regardera ces candidatures, mais la règle du jeu est la même pour tout le monde, hein. L'accompagnement dont pourrait bénéficier ce projet hors communauté européenne, hors France, hors communauté européenne, l'accompagnement, il se fera en Nouvelle-Aquitaine. Alors, comment candidater? Donc, vous allez avoir sur le site internet dont je vous parlais tout à l'heure, un dossier de candidature que vous pourrez télécharger avec le cahier des charges. Honnêtement, c'est un cahier des charges qui est quand même assez souple. Oui. Vraiment rigueur qu'on demande aux porteurs de projet, c'est la question de l'argumentaire que on vous demandera ensuite de nous renvoyer. Donc, dans le cadre du dossier de candidature, vous aurez également un PowerPoint de présentation de l'idée et de la solution à nous renvoyer. Vous le renverrez à mon adresse a-laplo du 6, enfin a-du-6 laplo@gerontopole-du-6 aussi na.fr, ou plus tard le 6 septembre à midi. Je vous enverrai un mail de confirmation d'accusé de réception des dossiers. Et donc, on vous demande de remplir les deux documents, un document Word et le document PowerPoint à remplir avec les éléments demandés. Donc, ce document est assez souple, comme je le disais, hein, c'est maximum 15 pages. Voilà, histoire que finalement, le travail d'argumentation soit vraiment très, très synthétique et amené aux points les plus essentiels. Il peut bien sûr y avoir des annexes, mais bon, l'objectif, c'est quand même également d'avoir ce travail de rigueur dès le départ. Peut-être dire qu'effectivement, dans le descriptif des 15 pages, bien sûr, il y aura la description, le résumé du projet, le constat, la justification, le caractère innovant, l'objectif, la proposition de valeur, c'est différent, les bénéfices, les cibles, partenaires, les aspects réglementaires, les aspects éthiques, les aspects propriété intellectuelle, est-ce qu'ils ont été abordés ou pas, mais je vous rappelle que ça peut être l'objet effectivement d'un accompagnement. Et ce que vous pourriez vous attendre des apports spécifiques du Gérontopole. Ces items sont à titre indicatif, Oui, encore une fois, c'est pas parce que vous ne pouvez pas répondre à la question réglementaire ou éthique que justement votre dossier ne sera pas retenu. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est l'argumentaire précis de votre idée et de votre solution, et que justement, si vous ne savez pas répondre à des items, ce sera peut-être justement là qu'il y aura ce besoin d'accompagnement. Alors la présentation du PowerPoint, l'objectif, c'est de donner cette vision claire et concise. Donc l'objectif, c'est que ce soit fait en français, 7 pages maximum, donc avec à minima les éléments qu'on aimerait voir apparaître, c'est-à-dire l'écosystème de l'idée ou de la solution. Par exemple, je suis dans le médico-social, je vais m'adresser peut-être à des EHPAD en priorité parce que dans ces EHPAD, il n'y a pas peut-être d'outils de coordination avec le médecin coordinateur, j'en sais rien, je donne un exemple comme ça. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de dresser cet écosystème. Et puis après, d'essayer d'expliquer le degré de maturité de la solution. Soit vous vous référez à l'échelle qu'on vous a mise, soit vous expliquez peut-être que là, pour l'instant, vous êtes qu'au stade de l'idée, parce que vous êtes, mettons, un professionnel d'un EHPAD et vous vous rendez compte qu'il y a ce besoin, mais que vous ne savez peut-être pas forcément encore comment l'exprimer. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut quand même essayer d'apporter des éléments là-dessus. Un calendrier des opérations, tout simplement pour nous montrer là aussi où vous en êtes, quelle évolution vous envisagez pour votre solution. Alors, on n'est pas forcément là non plus sur quelque chose de très précis, mais que ça nous donne à nous aussi une idée de là où vous voulez aller. Le budget, si vous en avez, avec une étude financière de cette idée ou avec un chiffrage peut-être. Ça peut commencer, mettons, avec un technicien sur la structuration d'une base de données.
Ça peut être, mettons, un autre besoin. Alors là, comme ça, j'ai pas l'idée en tête, mais voilà, si vous pouvez au moins amener un élément comme ça financier, peut-être du temps RH tout simplement, que ça coûte à la structure aussi, pour mettre en place justement une coordination via un nouvel outil numérique. Et puis derrière, l'écosystème du partenariat que vous pourriez solliciter. Et là encore, on vous demandera d'apporter quelques éléments. On a mis entre parenthèses d'illustration, mais c'est vrai qu'un bon dessin vaut Ah oui, bien on n'est des pas obligé, vous explications. n'êtes pas obligé de mettre tout par écrit, hein. Voilà. On en a déjà parlé, hein, je vais passer rapidement. Donc, une réponse adressée, proposer une réponse concrète, bien sûr, en matière de santé, prévention, etc., avec effectivement un argumentaire robuste. Euh, la sélection des dossiers lauréats. Alors la sélection, donc elle se fera après examen d'un jury composé des membres du comité de pilotage de l'action, de personnes qualifiées, de membres de structures partenaires qu'on invitera aussi également en fonction des solutions qui seront proposées et donc en fonction des thématiques, parce que nous ne sommes pas forcément des experts non plus dans tous les domaines. On a cette vision, on va dire, macro, mais après, voilà, sur les enjeux, nous ne manquerons pas de faire appel aux partenaires qualifiés pour juger de la pertinence des projets. Donc pour l'instruction des dossiers, nous l'avions fait la saison précédente, on le refera cette année, on s'appuiera sur une grille de notation que nous avons nous-mêmes créée, histoire de nous repérer aussi, de la transmettre à tous les membres du comité de pilotage pour avoir ce regard aussi. Et puis, dans tous les cas, le jury donc n'écarte pas la possibilité d'auditionner, même après la tenue du comité de pilotage, hein, les candidats, peut-être pour éclairer des points qu'ils nécessiteraient, pour apprécier le réel engagement des candidats aussi et s'accorder sur la nature d'accompagnement le plus adapté. Je vous donne un exemple. L'année passée, effectivement, il y a eu 2, 3 dossiers. L'idée pouvait être intéressante, mais ne correspondait pas forcément aux orientations que voulaient donner au numérique en santé, en tout cas les membres du comité de pilotage. Donc il y a eu besoin de revenir vers ces porteurs de projets-là pour vérifier en quoi cette solution s'écarterait peut-être de politiques du grand âge ou du bien vieillir et voir véritablement s'il n'y avait pas moyen de réorienter peut-être le projet ou l'idée. Donc voilà, vraiment, il y a ce suivi tout au long cours qu'on essaiera de faire. Voilà, rapidement, hein, le membre du comité de pilotage, c'est lui, le jury, avec nos partenaires institutionnels et territoriaux. Vous les avez sous les yeux, les organisations de santé et nos partenaires usagers qui sont engagés dans cette action e-santé e-santé et bien vieillir, et puis des membres invités. Alors, j'en ai cité quelques-uns, mais en fonction des besoins, effectivement, vous retrouverez donc l'espace de réflexion éthique de la Nouvelle-Aquitaine qu'on sollicitera au besoin si on a besoin d'éclairer un point en particulier. Et puis, plus classiquement, des acteurs que vous connaissez certainement, à l'ICENA, le pôle de compétitivité à la RLH, et puis nos 2 centres de transfert technologique, le CATI à Bordeaux et Système. Le CATI à Bordeaux, le CATI en Nouvelle-Aquitaine et Système. Le calendrier, très rapidement, c'est le 25, le 27, je vais y arriver, mai, donc la publication du cahier des charges. Si vous avez un doute, vous allez sur le site du Gérontopole, vous trouverez le lien pour aller vers effectivement la page dédiée à cette action. La clôture des candidatures de la saison 2, c'est le 6 septembre. L'annonce des lauréats de la saison 2, c'est le 26 septembre. Ça se fera dans le cadre d'un événement régional qui sera l'occasion pour nous d'annoncer les lauréats. Et donc la programmation, en fait, avec une programmation, donc vous aurez des communications, restez informés. On mettra aussi toutes ces actualités justement sur la page dédiée à cette action-là. La programmation en cours, 2 webinaires thématiques, post-candidature, c'est pas grave, mais avec en collaboration avec ESEA Nouvelle-Aquitaine et probablement on aura aussi un webinaire avec Erena sur les questions éthiques. On voit que c'est des questions sensibles, rarement abordées, mais qui peuvent être déterminantes dans le développement du projet.
Notez également que dans ce calendrier, on fera effectivement écho de cet appel à solutions à l'occasion de Vivatech à Paris le 25 mai, à l'invitation de donc notre partenaire en fait sur cette action, le groupe La Poste, Caisse des dépôts. On est invité, je les en remercie, à une table ronde en fait qui nous permettra avec Karine Borel d'évoquer à la fois les communautés d'innovation, de communiquer sur les communautés d'innovation et bien évidemment sur cet appel à solutions. Vous aurez également 2 temps forts, en fait, que l'on a le 18 ou 19, la date, je suis désolé, hein, la date a un petit peu bougé depuis hier. En fait, il y a une collision un petit peu de date, mais il est prévu en fait un after work avec la communauté urbaine de Limoges Métropole, qui se déroulera à la Esther Technopole, qui sera pour nous une répétition un petit peu de ce qui vous est présenté aujourd'hui, avec toujours une table ronde et souvent un conférencier qui viendra éclairer un point en particulier pour vous dire, par exemple, pour la CU pour l'afterwork à Limoges, on fera très certainement appel au docteur Jean-Louis Fraisse, qui vient de Déboucher. remettre voilà, un livre blanc sur la question des données artificielles de santé, un bon sujet. Enfin, moi, je suis très curieux qu'il nous explique ce que c'est. Il vient de remettre ce rapport donc, au ministre de la Santé. Et on aura un autre événement au mois de juillet, ça sera super, au mois de juillet au Pays Basque, en collaboration donc avec l'agglomération du Pays Basque. Ce sera l'occasion aussi de mobiliser les écoles, les universités. Donc, si vous êtes professeur en école, en université, etc., c'est aussi pour vous c'est à vous aussi à ces acteurs qu'on s'adresse. Et on est même preneur hein, de projets qui peuvent être issus d'une réflexion d'étudiants. C'est encore mieux s'ils se marient avec un professionnel. Donc, ces after-work seront aussi l'occasion effectivement de ces rencontres dans des collaborations effectivement de projets pour candidater à l'appel à solutions. Et une question, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça, Pierre. Vivatech, la table ronde, est-ce qu'elle sera aussi en visio? Non. Bon, pas de chance, il faudra se déplacer sur, sur Vivatech pour pouvoir y assister. Ouais, je suis désolé, c'est pas nous qui gérons. Enfin, L'organisation, bon, c'est dommage. voilà, c'est non, non, c'est pas possible. Voilà. Mais écoutez, avant peut-être de répondre aussi à d'autres questions, on trouvait intéressant effectivement qu'on ait un témoignage donc de Anna Malika Kambla, qui est la CEO de la startup qui s'appelle Emopsi, donc qui est en Pyrénées-Atlantiques et qui était lauréate d'ailleurs lauréate de la saison 2 avec 2 autres projets, un autre projet de start-up qui s'appelle Virtual Therapia au Pays Basque et puis un projet coup de cœur qui avait été déposé aussi par le centre hospitalier De la Côte Basque. de la Côte Basque. Mais on va écouter Anna Malika. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Super. En tout cas, de notre côté, oui. J'espère que les autres, n'hésitez pas à le dire dans la conversation sinon. Merci beaucoup de m'avoir proposé de témoigner. Je vais peut-être répéter des choses qu'ils ont dit, hein, c'est même sûr. Mais je voulais vous raconter vraiment l'expérience que j'ai eue avec eux, qui est très positive. Je spoil de la fin. Mais je voulais vraiment raconter comment ça s'est passé, vraiment pour que vous puissiez essayer de visualiser le rapport de manière peut-être concrète. Donc moi, déjà où j'en étais à l'époque, j'avais une idée. Alors déjà, qui je suis, pardon. Je m'appelle Malika, donc je suis chercheuse en neuropsychologie. J'ai fait 10 ans dans la recherche clinique sur en psychiatrie, sur les troubles de la régulation des émotions, etc. Et 2022, je me suis dit que j'avais envie de faire un peu de la recherche à mon compte. Sur le terrain, il y avait un gros manque d'outils en fait pour pouvoir évaluer, aider les personnes sur leurs émotions. Donc je me suis dit, j'ai envie de me créer une entreprise par rapport à ça. Voilà, on est à l'idée. 2023, donc je me fais incuber. Déjà, j'apprends ce qu'est une startup, je me fais incuber, etc. Donc j'apprends beaucoup sur l'entrepreneuriat, je vis plein de formations, etc. Donc c'était très intéressant. Et moi, je crée des applis numériques pour diagnostiquer des troubles psychiatriques.
Et à un moment, je suis dans la psycho, hein, donc l'informatique, c'était pas du tout mon domaine. Et il faut que je m'y mette. Comment? Commencer par quoi? Qui va par quoi? Qui sont les métiers de l'informatique? Enfin, ça a été vraiment assez terrible. Puis il y a toutes les données de santé. Je savais qu'il faut faire attention quand même. Je suis dans la recherche clinique, mais comment ça se passe? Je ne connaissais rien du tout et je trouvais personne pour m'apporter des informations concrètes là-dessus en fait. Donc là, je vois cet appel à projet. Super, ça a l'air de correspondre. Je candidate, j'ai la grande chance d'être prise, etc. Et c'est super. Donc, comment ça s'est passé? Déjà, tout premier, la difficulté dans l'entrepreneuriat, c'est, voilà, moi j'étais vraiment au stage du début, donc il y a plein d'idées, mais où sont vraiment les besoins concrets, qui allaient voir un stratégiste, c'est assez compliqué. Donc là, vraiment, le premier travail qui a été fait avec eux, ça a été de faire bien exprimer mes besoins par rapport à mon projet, par rapport à ce que je voulais pour Emopsy. Donc, j'avais beaucoup de besoins au niveau design UX et au niveau réglementaire, déjà comprendre ce qu'il fallait faire. Donc, on a commencé par travailler là-dessus à fond. Donc, au niveau design UX, moi, comme je vous ai dit, c'était une appli numérique, c'est bien, mais on commence par quoi? Donc, j'ai travaillé avec Anouche à l'époque, qui était la designeuse, et elle m'a en fait appris à faire une maquette. Je ne savais même pas ce que c'était. Elle m'a appris à faire une maquette. Elle m'a fait exprimer mes besoins. Donc, je voudrais d'abord une page d'accueil, un mot de passe, ça va être pour qui va l'utiliser, etc. Et petit à petit, en fait, on a construit l'application sur plusieurs mois comme ça. C'était vraiment super. Et elle m'a ensuite appris à les faire tester en fait à mes futurs clients. Puis après, avec des retours, on l'a retravaillé jusqu'à qu'à la fin de tout l'accompagnement de 6 mois, même un peu plus, hein, j'avoue, j'ai une maquette complète qu'aujourd'hui, j'ai fait développer et c'est super. Et il y a pas, tout s'est très bien passé sur le développement. Le deuxième aspect que j'avais, j'ai besoin de récolter des données de santé. Vu que je suis en psychiatrie, comment faire? Et là, ça a été un gros travail donc avec Ambre, hein, ici présente justement, où donc je l'ai vue. En fait, ça a été surtout une première réunion d'explication qu'est-ce qu'une donnée de santé, le RGPD, le dispositif médical, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, il y a eu vraiment une sorte de cours là-dessus. Mais ce qui est super intéressant, en fait, et ce que je tiens à dire par rapport à cet accompagnement du gérontopole, c'est que ce n'est pas que des conseils, ce n'est pas que des formations. Ils s'occupent de votre projet. C'est des rendez-vous individuels. Ils apprennent votre projet par cœur et ils nous aident vraiment sur notre projet. C'est un accompagnement individuel. Et ça change de toutes les formations qu'on peut faire, en fait. Là, on passe des heures et des heures à parler de notre projet, à avancer par rapport à nos besoins. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Donc, il y a eu cet accompagnement de 6 mois de manière très formelle ou avec plein de rendez-vous individuels pour avancer petit à petit. Mais c'est pas que ça, être lauréate d'appel à projet. J'ai eu la chance de bénéficier de tout ça, mais en plus, j'ai pu intégrer et connaître le gérontopole. Alors, gérontopole, à ma connaissance, c'est la seule structure qui mêle médico-social, entrepreneuriat et recherche. Il y a le réseau qui peut nous aider sur tous ces aspects. Et ce sont des personnes très sympas que je suis encore en contact aujourd'hui, qui m'aident, qui me conseillent de manière informelle. On s'appelle. Je ne les connaissais pas avant, vraiment. Enfin, si vous êtes lauréat, en plus, vous allez connaître des gens qui vont vous aider tout au long de votre projet, en plus de cet appel à projet. Je ne sais pas. Est-ce que si vous avez des questions, si je peux vous aider encore plus sur mon parcours. Je te propose, Anna Malika, je t'avais dit de faire simple, mais je vois que tu en as. C'est très gentil. Et peut-être nous dire aujourd'hui où tu en es. Donc, Ouais. tu es à la SAT, c'est ça? Oui, alors moi je suis incubée à Chrysalink, donc qui est incubateur deep tech de la SAT Nouvelle-Aquitaine. Je suis dans un mois, eux aussi ils sont très bien, je leur fais la pub. Et aujourd'hui, dans un mois, je lance l'essai clinique pour valider donc, scientifiquement ma solution pour la lancer sur le marché d'ici janvier 2025. Donc, c'est une solution pour les professionnels de santé mentale, psychologues et psychiatres, pour qu'ils puissent en fait évaluer les ressources et les difficultés de tous les processus qu'il y a dans la régulation des émotions pour pouvoir mieux les accompagner après. Donc, janvier 2025,
c'est bon. Et voilà, en un an, quand vous m'avez connue il y a un an et demi, j'étais complètement perdue avec juste une idée. Et voilà, vous m'avez vraiment fait passer un cap où je suis perdue. Je suis sortie avec des plans d'action, des stratégies, des bons conseils, un réseau. Voilà. Et aujourd'hui, c'est bon. J'avais plus qu'à faire. Et tu viens aussi d'adhérer à la French Tech, c'est ça, Pays Basque? Bon, ça fait un an quand même, oui. Ah, pardon. Oui. Comme quoi, on se parle pas si souvent que ça. Oui. Non, là, je viens d'adhérer à Handitech. Je D'accord. ne connaissais pas. Je vais voir. Je les rencontre la semaine prochaine. Oui, n'hésitez pas à vous rapprocher justement des French Tech ou des clusters qui sont présents sur les différents territoires, notamment les clusters, bien évidemment, du digital. Alors, pour ne parler que de Bayonne, on connaît l'Antique, on connaît effectivement, il y a la French Tech. Sur Limoges, vous avez aussi une French Tech, mais vous avez aussi un cluster qui s'appelle Elliptic. Sur Poitiers, enfin, on va dire Poitou-Charentes, plus largement, vous avez aussi le SPN. N'hésitez pas à vous adresser aussi à ces structures-là, qui sont des structures aussi d'accompagnement et qui peuvent aussi vous orienter vers aussi des entreprises avec lesquelles peut-être vous pourriez trouver une heureuse collaboration. Merci beaucoup, Anna Malika. Si tu veux rester avec nous, peut-être si tu peux répondre des fois à des questions qui te seraient effectivement adressées ou peut-être juste apporter un commentaire. Avec plaisir. Je vous propose juste peut-être de continuer justement avec avec peut-être des questions si vous en avez d'autres. On regarde dans le chat. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est que tout était clair et qu'on a fait notre boulot. Alors, bien évidemment, vous retrouverez donc, pour ceux qui le souhaitent, le replay donc, de ce webinaire. Bon, il n'y aura rien de nouveau entre ce que vous avez vu aujourd'hui dans le replay, forcément. Mais c'est plutôt pour les personnes qui n'ont pas pu assister, entre guillemets, donc à ce webinaire. Et puis, dans tous les cas, on reste également à votre disposition, même avant l'ouverture de l'appel à solutions pour répondre à vos questions. Et puis, voilà, je terminerai. J'espère voir nombreux après en candidat. Voilà. Donc, peut-être quelques petits points d'actualité sur l'actualité vraiment santé numérique. Sachez qu'il y a Santé Expo aussi la semaine prochaine et que le Gérontopole, je serai présent sur le stand en fait de l'Agence numérique en santé dans le cadre d'une petite table ronde avec la directrice de Robiomed, qui est un gros cluster de la e-santé en Occitanie. Vivatech, je le rappelle, à l'invitation du groupe La Poste aussi le lendemain. Le 11 juin, sachez qu'effectivement, il y a aussi un événement cybersécurité en santé, en fait, qui se déroulera à Limoges. Vous trouverez en fait les informations sur le site de Limoges Métropole. Et le 7 juin, vous avez aussi un événement santé durable, donc sur le territoire, en Pays Basque. C'est pas la Technopole du Pays Basque, j'ai une bêtise, mais vous trouverez l'ensemble des informations aussi sur le site en fait de la communauté d'agglomération du Pays Basque. Vos contacts, ce sont toujours les mêmes. Je crois qu'on en a terminé. S'il n'y a pas d'autres questions, Oui, on va le s'arrêter là. support sera bien mis en ligne sur le site internet. Voilà, merci à tous. On vous souhaite un bon appétit. Et puis, écoutez, en attendant la publication, donc je vous le rappelle, du cahier des charges le 27, peut-être que vous pouvez commencer à réfléchir à une idée de projet, de solution pour candidater. Voilà, en tout cas, avec Ambre, on reste à votre disposition. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter dans la perspective de déposer. L'idée qui est la nôtre, c'est d'avoir au final des bons projets et des bonnes idées. Merci Anna Merci Malika. beaucoup. Merci Anna Malika, à bientôt. À très bientôt. Au revoir.